mais au contraire sur ce qui est l'extraordinaire, ce qui est le domaine, on pourrait dire, de la création. Ce domaine de la création qui se marque aussi, par exemple, dans la différence que Deleuze pourrait marquer au niveau du concept, entre cette idée de la création de concepts, ou au contraire une dialectique intégrative, comme celle de Hegel, qui fait entrer tout dans le cadre de la normalité de l'histoire, de la puissance de l'État et de la domination de l'État. Au fond, c'est à ce niveau-là que les différences se marquent, à mon sens, et qui font que des auteurs qui ont été apparemment rejetés par la phénoménologie husserlienne, par exemple, et aussi bien qu'ils l'ont été par la conceptualisation hegelienne, pourrait rentrer dans le champ de son étude. Par exemple, du côté de Husserl, Bergson, en tant que créateur de concept de l'intuition, c'est ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, justement, dans le langage, cette relation qui fait que chez Deleuze, dans son interprétation, l'intuition bergsonienne deviendra une création de concept, de la même façon que la durée deviendra une création de concept. Donc, c'est à ce niveau-là que va se marquer la différenciation, peut-être avec un discours, avec un langage, qui, dans le cadre de la phénoménologie husserlienne, par exemple, est peut-être trop strict, trop formel, trop limitatif. De la même façon, il y aura repoussé par Hegel des tentatives qui seront considérées comme se situant en dehors de cette marche du concept, comme celle de Jacobi, par exemple, qui est très remarquable par sa tentative de concilier deux pensées complètement différentes, comme le transcendantalisme de Kant et la philosophie, le substantialisme de Spinoza. Donc, Deleuze, à mon avis, se situe un petit peu de ce côté-là, ce qui fait qu'il ne sera pas non plus ennemi de quelque chose qui a été repoussé totalement par Sartre, aussi, qui a repoussé Spinoza, qui a repoussé complètement Nietzsche. Il ne sera pas ennemi d'une certaine forme de mysticisme. J'avais écrit un article, je ne sais pas pour qui, c'était pour André Bernold, que j'avais écrit un article pour une revue, et sous le titre d'un mysticisme, un mysticisme athée de Deleuze. Mais il introduit lui-même ce mot de mystique, par exemple, dans Différence et répétition, à propos de Vronsky et des mathématiques de Vronsky, ou même à propos des mathématiques dans la préface ou le prologue de Différence et répétition, l'empirisme et le mysticisme du concept et son mathématisme dans une formule tout à fait bizarre et mystérieuse en elle-même, et qui peut-être pourrait être expliquée par la référence à un texte dont j'ai pris connaissance tout à fait récemment. C'est quelqu'un qui me l'avait indiqué, qui est fort intéressant. C'est la préface que Deleuze a consacrée en 1900, c'est ancien, c'est avant 60, je pense, je ne sais pas à quelle époque, peut-être même bien antérieure, presque à un moment où il avait une vingtaine d'années,
à un texte qui a été, qui est d'un auteur, d'un médecin du début du 19e, c'est ça, l'Amathèse, où bien que peut-être Deleuze, puisqu'il a refusé la réimpression des textes de cette période, l'aurait désavoué, mais qui est très intéressant, malgré tout, dans les synthèses qu'il propose et la façon dont il dépasse, dont il ne tient pas compte, établit des ponts, des passages tout à fait fulgurants et extrêmement rapides entre des philosophies qui seraient apparemment incompatibles. Alors je crois qu'il y a ça dans la pensée de Deleuze et dans cette rupture, dans cet abandon qu'il fait d'une philosophie qui est trop conforme, qui est trop proche encore une fois, du souci de se relier avec une certaine forme de pensée consensuelle, de pensée commune, d'universalisme de surface, et qui est au contraire orienté du côté de la création à la fois verbale, à la fois conceptuelle, de quelque chose qui laisse libre cours à une imagination qui ne serait pas guidée, qui ne serait pas enfermée dans le corset du concept, comme il l'écrit lui-même à propos d'ailleurs d'un texte sur un commentaire de la critique de la faculté de juger de Kant. Ce qui fait, je termine là-dessus, à quoi j'ai été sensible également, le fait que Deleuze, contrairement à ce qu'était la coutume, y compris la sienne dans une certaine mesure, encore dans différences et répétitions, peut-être, bien qu'il y ait eu une rupture à partir de son écrit sur sa chère Majoc, la façon dont il traite de l'homosexualité comme créatrice de sens et non pas comme étant à renfermer à l'intérieur de la griffe signifiante de la psychanalyse. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui lui ai suggéré cela. Si j'ai appuyé sur quelqu'un, c'est plutôt sur Guy Hocquinghem, mais comme Guy Hocquinghem s'était lui-même appuyé sur l'anti-Oedipe et sur ses conversations avec Félix, on pourrait dire qu'il y a eu une sorte de symbiose, de synthèse, d'entrecroisement qui s'est fait à ce niveau-là, entre ce qu'on pourrait appeler l'homosexualité militante à travers les mouvements parallèles à cette époque-là au MLF, le mouvement de libération des femmes, qui était le front révolutionnaire, le front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare. Donc il y a eu une prise de contact et un embrayage, si l'on peut dire, de la pensée philosophique de Deleuze et de Guattari, avec quelque chose qui était en train de se faire et à quoi il pouvait fournir une forme de conceptualisation. C'est de ce côté-là que la différence pourrait se marquer entre deux philosophies, ce qui ne veut pas dire que, comme par exemple cela s'est fait à propos du cinéma, au moment où Deleuze a lui-même entrepris une critique et une étude du cinéma qui était en rupture aussi avec des méthodes qui pouvaient être celles de la phénoménologie du cinéma, qui restait encore prisonnière d'un certain nombre de conceptions classiques, de conceptions limitées de l'image, comme quelle que soit la valeur que cela puisse avoir, mais qui n'emportait pas du côté de cette ligne expressionniste, justement, cette ligne de vie
que Deleuze a découvert dans l'histoire du cinéma. Donc je termine là-dessus. Je pourrais dire au fond que je viens de prononcer le mot de vie, qui est un peu un intermédiaire entre, et un pont également à établir entre l'un et l'autre. La vie ou le vécu se trouve au centre tout à fait de la pensée phénoménologique, puisque la notion de Erleben, la notion de les expressions de Erlebnis, qui peut être créée d'ailleurs par Husserl lui-même, le vécu est ce qui est un concept, un mot-clé, un organisateur dans la phénoménologie husserlienne. Mais Deleuze rétablit contre ce vécu, il rétablit la vie qui au contraire avait été attaquée par la phénoménologie, comme chez Dilthey par exemple, comme en tant que philosophie de la vie. Et Deleuze reprend en compte cette vie, mais en lui donnant également un sens qui est autre, qui est beaucoup plus élargi et beaucoup plus consistant que celui que l'on trouve dans les sciences de la vie ou dans la philosophie de la vie, Lebensphilosophie, allant chercher ses sources et son appui dans une philosophie comme celle de Spinoza. C'est chez Spinoza que la vie husserlienne va trouver une consistance, de la même façon que chez Nietzsche, et non pas en s'appuyant sur une philosophie rejetée, critiquée comme un naturalisme psychologique insuffisant par Husserl dans sa critique de la philosophie comme science rigoureuse, que tu as cité également. Or, c'est autour de cela, je crois, que l'on verrait comment se constitue la pensée de Deleuze, non pas qu'il s'agisse de nouveau de la réduire à un jeu entre des théories qui existent déjà dans l'histoire de la philosophie, mais au contraire, je dis cela pour montrer les forces de modification, les puissances, les forces vives qui se trouvent au sein de cette philosophie et qui font qu'en dépit des voisinages, il y a à un certain moment quelque chose qui permet d'opposer radicalement Deleuze et Merleau-Ponty ou Deleuze et Sartre, de sorte qu'ensuite les gens qui n'ont pas une lecture très approfondie se demanderont comment à la fois il a pu être si anti-sartrien et d'autre part faire un éloge de Sartre tout à fait incomparable lorsqu'il a dit que Sartre était précisément ce qui a donné l'éclaircissement, la lumière dans le magma de l'histoire de la philosophie contemporaine, dans la lettre qu'il avait écrite justement à Michel Cressol, où je termine, il dit qu'il a appris par là à penser par soi-même, à écrire en son propre nom, par quoi tu avais commencé en lisant le petit passage où je disais Deleuze a appris aux gens à penser par eux-mêmes. Je crois que c'est là que l'on trouverait la source, l'explication de cette expression qui fait de Deleuze un éducateur, comme dit Nietzsche a dit de Schopenhauer. Deleuze éducateur, c'est le titre que j'avais donné à un petit papier que j'avais écrit à cette époque après sa mort. Merci beaucoup. Je propose que nous écoutions encore Constantin Hirodotou, qui va venir ici. Tu es obligé de partir. Dommage. On t'entend pas. Merci. Attends. Et donc on aura un peu de retard sur l'horaire prévu. Ah, c'est trop tard. Oui, mais on va quand même écouter Constantin maintenant.
Pierre Floyd. Merci. S-C-H-E-R-E. De l'âme. Son âme, quand tu veux la connaître, c'est dans une âme qu'il faut le regarder. L'ennemi et l'étranger, nous l'avons vu dans le miroir. C'est un extrait du poème Mythologie écrit par Georges Séferis. Si l'on ouvre le dernier volume de la revue Kitej, paru depuis quelques jours, on trouvera un article signé René Scherrer intitulé « L'immortalité dans les astres ». On pourrait alors se demander si l'auteur de cet article, le philosophe fouriériste, qui a contribué largement à l'illustration et l'approfondissement de l'esprit vincénois, qui, quand on l'appelle maître, répond ni Dieu ni maître, est la même personne. Les mots d'immortalité et le contexte d'âme qui l'accompagne ne renvoient-ils pas à un discours eschatologique, c'est-à-dire religieux? Oui, l'âme semble être définitivement liée au péché, à Dieu, au paradis, si elle n'est pas le premier signifiant d'un romantisme naïf. Bien évidemment, l'homme postmoderne n'a que le corps. Et ce n'est pas par hasard que Jacques Lacan place l'âme du côté de l'excrément, qui, selon lui, n'est pas du tout incompatible avec une certaine approche des catharsis. Oui, René Scherrer parle de l'âme, et ce n'est pas la première fois. J'ose dire, et je m'engage à le démontrer, que son œuvre entière peut se lire comme une errance à la recherche de l'âme. Dès le début, l'errance contredit le système. Il n'y a pas de système scherrérien. Il y a des axes, des pivots, des chemins toujours en marge. Mettre en question l'âme dans le corpus scherrérien ne signifie point qu'on doit commencer par telle ou telle référence à Platon, par telle ou telle dissertation sur Platon ou Kant. On est obligé, par la structure même de son œuvre, d'avancer comme si on faisait une excursion, parce que l'âme, chez Scherrer, n'est pas un concept classique. Je m'explique en donnant quelques indications, quelques points de repère pour le chemin parcouru avant que Scherrer et Ockhanghem ne le feraient naître, réhabiliter l'âme en tant que telle. Dès sa thèse principale, structure et fondement de la communication humaine, Scherrer s'applique à établir le nu sujet, qu'il aperçoit comme le caput mortuum de la philosophie. Tout en s'appuyant sur la phénoménologie de Husserl, selon laquelle la conscience du vécu n'est rien d'autre qu'immanence pure, Scherrer trouve chez Fourier, quelques années plus tard, le contrepoint de l'intersubjectivité husserlienne. Jean-Paul l'a déjà signalé. Il s'agit de l'abolition du sujet et de la mise en scène des groupes d'esprit. Le sujet maître n'existe plus. L'individu est une partie de l'âme intégrale, de l'âme du globe. Scherrer croise le nu sujet fouriériste qui s'opère dans la multiplicité et la diversité de ces relations amoureuses harmoniennes. L'apparition en 1972 de son fameux Émile Perverti et de ses autres œuvres portant sur l'enfance dans les années 70 pourrait ainsi se voir comme une recherche sur l'âme, car l'enfance correspond à une vision de l'âme sociétaire, marquée malgré tout par l'éducastration. La poursuite de la marche de l'âme prend forme sous la plume de Scherrer jusqu'à amorcer une chaîne de réactions en 1985 par les livres coécrits avec Guy Ockhanghem, L'âme atomique pour une esthétique d'air nucléaire, un opus autour de la problématique sur laquelle Scherrer revient, qu'il enrichit
et pour laquelle il écrit toute une série de travaux